Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Bonjour à tous. Alors, on est nombreux ce matin à participer au webinaire, donc on va attendre 4-5 minutes le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. En attendant, on peut peut-être se faire un petit tour de table pour se présenter. Moi, je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing chez Customs Bridge et aujourd'hui, je suis accompagnée de Sylvie Mixarek, qui est experte en réglementation douanière chez Customs Bridge aussi, et de Maxime Huzard, qui est CEO et cofondateur chez Spacefield. Peut-être que je vous laisse dire deux, trois mots sur vous. Allez, donc Sylvie Mizarek, donc responsable du suivi des réglementations chez Custom Bridge. Voilà, je pensais prendre une retraite paisible quand la société est venue me chercher pour dire on a besoin de vous pour développer quelque chose. Voilà. Et ça fait maintenant 2-3 mois, ça fait 5 ans bientôt. Je m'éclate et puis j'apprends encore parce que le métier de la douane, il y a plein de choses et j'en suis ravie. On est à fond dans la reconversion des seniors. C'est ça. J'enchaîne peut-être, oui. Donc moi, je suis Maxime Huzard, je suis entrepreneur et j'ai créé Spacefield. Ça fait maintenant 7 ans que Spacefield existe et on va accompagner à la fois des prestataires logistiques et à la fois des chargeurs sur du pilotage de chaînes logistiques. Voilà, comment arriver à avoir une visibilité bout en bout sur commandes, stock, etc. Donc, on travaille avec plusieurs centaines d'entreprises un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et pour un côté plus personnel, voilà, je suis entrepreneur, donc j'ai à la fois un rôle très précis et pas du tout. Et c'est un plaisir de construire cette aventure depuis pas mal d'années maintenant avec les équipes. Merci Maxime. C'est vrai que je nous ai présenté, mais je n'ai pas présenté notre entreprise. Donc nous, on fait partie de Customs Bridge. On est une solution SaaS qui aide les entreprises à sécuriser leurs opérations douanières, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc on propose des outils de classification, de codes douaniers, de nomenclature douanière, d'audit, de veille réglementaire et aussi de télédéclaration douanière. Voilà. Je vois que ça se connecte tranquillement. On va commencer peut-être au moins à parler des sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on a découpé ce webinaire en 4 grandes parties pour fluidifier et que ça soit un peu plus clair pour vous. Notamment, on va commencer par les bases douanières à maîtriser pour vendre à l'international, parce que oui, qui dit e-commerce dit aussi douane. Ensuite, Maxime prendra le lead pour vous expliquer comment il faut choisir et surtout bien choisir son partenaire pour l'international. On parlera donc logistique. Et on reviendra sur les pièges fréquents qu'on a pu voir, nous, parmi nos prospects, nos clients, les pièges à éviter pour sécuriser vos ventes. Donc, encore sur la partie douanière, et on terminera par les outils, comment bien s'équiper pour scaler sans galère à l'international. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin ou bien au fil de l'eau si c'est vraiment directement en lien avec ce qu'on est en train de dire. En tout cas, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Et sans transition, on va commencer notre webinaire en vous parlant de la douane et surtout en vous faisant un petit rappel des chiffres. Parce qu'on voit que depuis quelques années, les flux explosent, les flux d'importation et d'exportation explosent, et notamment grâce au e-commerce. Donc, résultat, qui dit plus de flux, dit forcément plus de déclarations en douane. Et mécaniquement, on voit aussi grimper le montant des droits et taxes qui sont redressés. Donc, ce qu'on appelle droits et taxes redressés, c'est les droits que vous auriez dû payer, la différence entre les droits que vous avez payés et les droits que vous auriez dû payer. On voit quand même que c'est un tout petit montant pour 2024, 234 millions d'euros. C'est quand même énorme. Donc, avant de parler technique, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que la douane, finalement, c'est un passage obligé quand on fait de l'import-export. C'est surtout très stratégique pour tous les acteurs du commerce international. Et on voit qu'il faut remettre cette douane au centre de sa stratégie d'import-export, parce que même si elle est considérée très souvent comme la 5e roue du carrosse, parce qu'évidemment, elle est complexe, ça prend du temps, il y a beaucoup de contraintes, et on se rend compte que ça brasse plusieurs millions d'euros de droits et taxes, et ça montre qu'une erreur peut coûter cher et peut vite mettre en péril son business. Et sans compter les amendes derrière. Et sans compter les amendes derrière, effectivement.
Pourquoi la douane est considérée souvent comme complexe et chronophage? Déjà, parce qu'il y a énormément de sources de données différentes. Donc, il faut trouver la bonne source. Souvent, c'est dans des langues différentes. Ce n'est pas toujours en français, c'est en anglais ou dans d'autres langues. Donc, faut faire le tri. Il y a évidemment la contrainte des nouvelles frontières douanières. On l'a vu avec le Brexit, qui complexifie encore une fois la chose. Il y a les accords commerciaux, donc des accords entre différents pays qui permettent d'avoir des préférences tarifaires ou d'autres choses qui évoluent constamment. On l'a vu aussi, les conflits géopolitiques qui entrent en jeu, notamment on l'a vu avec le conflit Ukraine-Russie, on l'a vu aussi avec l'arrivée le nouveau mandat de Trump qui fait partie, qui montre que la douane est une vraie arme géopolitique finalement. Et plein d'évolutions des réglementations, des réglementations qui sont déjà présentes et qui évoluent, et de nouvelles qui arrivent. Donc, par exemple, le MACF, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, RDE pour la déforestation, les biens à double usage, les droits anti-dumping, etc. On ne va pas les lister ici parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, tout ça, ça rentre en compte et ça rend tout ce process très complexe. Voilà. Et sur ces évolutions réglementaires, on ne pense pas toujours que ça impacte la douane. On pense toujours que c'est peut-être le service qualité ou autre, Oui, mais à l'arrivée, c'est des compléments de documents ou de déclarations à faire et forcément, ça bloque en douane. Donc, la douane doit s'y pencher sérieusement. Alors, j'ajouterai aussi pourquoi c'est complexe tout ça, parce que on est vraiment dans une recodification du Code des douanes de 1948 à 2026 aujourd'hui. Ça fait 78 ans à peu près, et c'est énorme, de textes qui sont revus, en passant par à peu près 1400 à 1500 nouveaux articles. Et donc, c'est une grande réforme qui est bien souvent avec beaucoup d'inconnus. Et tout ça, ça confirme tout ce que Hélène nous a développé précédemment. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que souvent la douane en entreprise, elle n'est pas forcément gérée par une fonction douane. Ça l'est de temps en temps, mais parfois c'est la comptabilité, c'est les achats, c'est l'import-export, la logistique ou le transport qui gère cette partie douane. Donc, c'est pas évident parce qu'ils la gèrent un peu entre guillemets par défaut, donc ils ne sont pas experts. Donc, c'est vrai qu'une veille, c'est toujours très important. Il faut oublier que ce n'est pas que du déclaratif, que dans le déclaratif, il y a une anticipation et l'anticipation ne se fait pas 8 jours avant la déclaration. Et c'est cette anticipation qui prend une ampleur phénoménale aujourd'hui face à toutes ces nouvelles réglementations. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir un petit peu votre niveau d'expertise en douane en interne. Je ne sais pas si Adrien ou Maxime, vous pouvez mettre le petit sondage pour savoir si les participants, les inscrits à ce webinaire, comment ils gèrent leur douane en interne. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, une erreur peut avoir de lourdes conséquences sur son business. Donc là, on vous a listé quelques types de sanctions qui sont souvent graduées. C'est pas je fais une erreur, donc automatiquement je suis sanctionné et j'ai une amende. Ça dépend de l'erreur, ça dépend si vous arrivez à argumenter de votre bonne foi. Mais en tout cas, par exemple, une mauvaise taxation, c'est-à-dire je paye ma paire de baskets 4% de droits de douane alors que c'est 16%, par exemple. Je dis n'importe quoi sur les taux, mais vous voyez que… Ou un ajout de droit anti-dumping, par exemple, ça impacte très clairement votre marge. Donc, ça, il faut faire très attention. Un blocage de marchandises, c'est tout bête, mais par exemple, vous importez des barbecues, il y a un blocage et vous recevez vos barbecues en décembre, vous avez l'air faim parce que vous n'allez pas en vendre beaucoup. Et donc, ça va rester sur vos étagères et finalement, la valeur de votre produit, elle est complètement perdue. Des retards de livraison, pareil, et dans le e-commerce, on le sait, une livraison rapide, c'est ce que le client attend. Donc, forcément, qui dit colis en retard, c'est client mécontent, perte de business. Publicité mensongère aussi, je rajouterais, donc des frais inutiles, parce qu'il faut rectifier tout ça. Voilà, donc on les a cités. Il y a aussi des redressements de droits et taxes, comme on l'a vu, des amendes, une perte de statut OEA. Donc le statut OEA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de label de confiance, une certification qui est donnée par la douane à des entreprises
qui permet à ces entreprises justement de jouir de certains avantages, notamment une priorité dans les contrôles, dans le choix du lieu de contrôle, la reconnaissance, les avantages pour avoir plus rapidement des garanties, des autorisations, du stockage, etc. Ça fait gagner beaucoup de temps et surtout ça fluidifie les flux. Donc ça, c'est pas à mettre de côté. Voilà. Et évidemment, il y a un risque réputationnel parce que si vous avez une grosse fraude, si vous avez des grosses erreurs, les journaux ils vont être là pour titrer la société machin, 40 millions de redressement de droits et taxes. Après, vous pouvez vous gratter pour récupérer la confiance de vos clients. Non. Voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est pas seulement un côté administratif, la douane, c'est aussi la réputation de votre marque, c'est de la trésorerie, c'est aussi votre business directement qui est impacté. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte et pas du tout à la légère. Et surtout, la sécurité aussi du consommateur, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte, qui reste important si les produits ne sont pas aux normes, etc. Donc, effectivement, être responsable aujourd'hui d'un service import, c'est pas rien. Le droit international, il reste important et il doit être suivi de manière précise et je dirais au quotidien. On devient quelquefois ami avec son fournisseur, c'est bien. On se dit on importe ce produit depuis X temps, c'est bien aussi, mais derrière, il y a toute une réglementation qui peut venir changer la donne de votre produit, l'étude justement des droits anti-dumping qui viennent s'ajouter à ces droits. Et cette confiance fournisseur, c'est très bien aussi, mais ça demande quand même toujours une vérification sur notamment l'origine des piliers de la douane, l'origine de vos produits. Voilà, j'ajouterai un petit peu. Donc, les formations aussi en interne et de la communication surtout entre les services juridiques, qualité et douane. Ça, c'est primordial. Alors, sinon, donc pour maîtriser la douane, je pense que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Vous avez déjà entendu les bases qui sont les 3 piliers, c'est-à-dire l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur. Donc, on va rappeler vite fait ces 3 piliers. Donc, l'espèce tarifaire, c'est la dénomination attribuée à une marchandise selon le tarif des douanes. C'est un classement avec une nomenclature méthodique. Malheureusement, le nom douanier n'est pas forcément le nom. La dénomination du produit n'est pas forcément le nom utilisé dans la recherche de votre étude de nomenclature douanière. Si je prends par exemple, vous voulez trouver une endive, vous ne le trouverez jamais. Je pense toujours à mon ami Jean Sliwa. Et donc, ça sera le mot Wirtloff. Encore faut-il le savoir. Si vous voulez chercher un lisseur, eh bien, vous ne le trouverez pas non plus. Ça sera toujours un appareil électrique pour la coiffure. Et j'en passe. Et derrière ça, il y a plein de notes qui viennent s'ajouter, qu'on ne connaît pas toujours, qu'on a gratuitement ou payantes, là aussi, pour pouvoir compléter la recherche de cette tarification douanière, donc de ce numéro. L'origine, pareil, vous avez 2 origines. L'origine qui vous permet de déterminer le taux de droit de douane et vous avez l'origine préférentielle qui, là, permet, selon les accords dont Hélène a cité tout à l'heure, d'avoir une réduction ou une exonération des droits. Là aussi, avec des règlements qui sont à travers chaque accord et qui peuvent être différents d'un accord à un autre. Je voulais juste aussi rajouter qu'une fois que votre produit il a son origine, eh bien, il la garde tout le temps. Ce n'est pas parce que vous importez une marchandise dans l'UE que votre origine qui était déclarée Chine perd son statut d'origine Chine et devient UE. Non, elle reste tout le temps jusqu'à ce qu'elle soit vendue, jetée ou enfin ce que vous voulez. La valeur en douane, donc, qui est le 3e pilier, eh bien, elle a son importance également avec l'espèce et l'origine, et elle permet d'établir la valeur économique réelle des marchandises importées. Donc, on ne va pas détailler davantage, mais on a, avec Hélène, mis des podcasts en ligne, et vous aurez le lien tout à l'heure pour aller un petit peu vous enrichir un peu plus sur ces 3 piliers. Alors, on a choisi avec Hélène des petits exemples pour justement justifier ce qu'on vient de dire précédemment. Et on a mis, par exemple, des petits chaussons. Pour vous, c'est une pantoufle.
Mais on voit que sur le premier chausson, on a 4% de droits de douane. Sur le deuxième, on est à 16,9. Et pourtant, c'est une pantoufle. Qu'est-ce qui fait que? Eh bien, ça va jusqu'à le classement. Pour classer la pantoufle, c'est le dessous, c'est-à-dire ce qui touche le sol, et le dessus. Et donc là, le dessous de la chaussure, qui est la semelle, eh bien, tout dépendra si elle était en textile ou en caoutchouc. Et celle en caoutchouc, ben, ça sera 16,9 et textile 4. Mais comment faut-il encore savoir que c'est du textile ou du caoutchouc? Donc, ça peut aller même jusqu'à la fabrication de votre produit, d'avoir des vidéos, d'essayer surtout de faire des RTC dans ce type-là, parce que le textile, il est fondu dans le caoutchouc. Alors, comment il a été fondu, etc. Enfin, vous voyez, on rentre déjà dans des choses techniques. Donc, ce produit-là, eh bien, en dessous, ça ne paraît pas, mais d'un côté, ben, c'est le textile qui va primer. Et je vous conseille justement de faire des RTC qui sont des renseignements tarifaires contraignants, je pense que vous connaissez tous aussi, qui vont permettre de vous attribuer la bonne nomenclature et pendant 3 ans, vous aurez votre passe-droit pour pouvoir importer ce type de produit. Et pas négligeable parce que peut-être que vous le déclarez toujours en caoutchouc et si ça se trouve, si c'est du textile, on a quand même 12,9% de droits de différence en moins, qui n'est pas rien. On a un autre produit également, donc si tu peux passer la slide suivante, Hélène, merci. On a un autre produit qui sont des cendriers. Pour vous, des cendriers, ok, c'est bon, on pense qu'on va aller dans les 15 900 nomenclatures, on va chercher le mot de cendrier, on est content. Eh bien non, parce qu'il y a en plus des notes explicatives, des notes de tarif, des notes du système harmonisé, on a des règles générales de classement et tout le monde ne les connaît pas ou ne les maîtrise pas. Elles ne sont pas évidentes à comprendre, à lire, à tête reposée. Mais là, par exemple, pour trouver le cendrier, ça sera la matière qui va prendre son importance. Donc, le premier, on va aller chercher le mot cendrier dans le chapitre des produits en textile, le deuxième des chapitres des produits en verre et le troisième des chapitres des produits en acier. Donc, en fonction de ça, vous voyez la différence de droit de douane et donc ces règles générales, ces décisions de classement aussi ou ces RTC peuvent aussi vous aider à classer ce type de produit. Un autre produit qu'on a pris en textile, alors c'est un t-shirt, mais un t-shirt avec un col. Alors, tout simple de classer le textile. On a 2 petits chapitres par rapport au 97. Le mot t-shirt, on va le retrouver facilement, tout comme une robe, tout comme un pull. Par contre, c'est des spécificités. On a des petites choses qui font qu'on ne pourra pas classer ce produit en t-shirt. Pourquoi? Parce que il y a un col. Encore faut-il savoir, ce col, est-ce qu'il est décoratif, c'est-à-dire juste sur le devant, ou est-ce qu'il fait le tour du t-shirt? Et bien là, notamment, c'est un faux col, c'est décoratif. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. On en a aussi dans l'alimentaire où il faut aller un petit peu plus loin et ça demande de la formation. Donc, idem, on a fait un livre blanc sur ce sujet en prenant chaque article pour vous donner un petit peu les astuces pour où vous diriger. Un petit autre exemple qui est très bien, c'est ça, je l'ai vécu dans ma ancienne carrière. Eh bien, on importait des blousons style simili-cuir et puis on les importait tout le temps avec 12% de droits de douane. Et puis un beau jour, on s'est dit, tiens, c'est bizarre quand même, il y a des règlements, ils parlent d'alvéolaire, non alvéolaire, enfin, même en coupant à l'œil nu, vous avez du mal à le voir. Pareil, ça nécessite un RTC. Et d'un côté, eh bien, on voit que le blouson, il pouvait être classé dans les blousons dans le chapitre 62 avec 12% de droits de douane. Mais de l'autre côté, eh bien là, il allait tout comme pour le cendrier, il allait dans des articles du chapitre 39 et on est descendu des droits de douane à 6,5% parce qu'il y a une réglementation dessus. Je vous conseille également de faire un RTC et une fois que vous l'avez, d'être bien en phase avec votre fournisseur pour dire, voilà, si pendant 1 an, tu utilises toujours la même gamme de rouleaux qui me dit que c'est du 39, il n'y a pas de souci, vous avez vos RTC, vous avez la confirmation de votre fournisseur et vous gagnez quand même 6% à peu près de droits de douane. J'en profite de te couper, Sylvie. Je réponds à Naomi qui demande ce que c'est. Alors, ce n'est pas un RCC, c'est un RCC, renseignement tarifaire contraignant. Très concrètement, vous ne savez pas classer votre produit. En fait, vous faites directement une demande à la douane avec toutes les informations de votre produit, les échantillons, la fiche produit, tout ce que vous pouvez donner pour que ce soit eux qui classent votre produit et qui vous donnent la bonne nomenclature que vous pourrez utiliser. Et donc là, vous êtes sûr que c'est
la nomenclature qui ne sera Voilà, pas c'est un passe contredite droit. par la douane. C'est Voilà. un passe droit, vous êtes tranquille pendant 3 ans, parce qu'après, au bout de 3 ans, c'est terminé. Et un petit conseil, détaillez bien, envoyez l'échantillon quand vous pouvez, hein, parce que si c'est un salon de jardin, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, photo, vidéo, peut-être fiches techniques aussi quand c'est des produits électriques. Mais au moins, vous aurez normalement une réponse rapide si vous remplissez bien votre demande. Si effectivement, vous dites simplement c'est une table et point, forcément, vous aurez des retours et vous avez un délai également pour répondre à la demande de la douane par rapport aux besoins complémentaires. Et donc, on a une toute petite question, j'en profite de Sophie. Pour nos exportations aux États-Unis, on nous demande d'indiquer sur nos factures le MID. Je n'ai pas réussi à trouver l'information claire. Est-ce que le MID concerne l'entreprise ou l'origine du produit ou l'origine de chaque composant? Je ne l'ai plus en tête là. On pourra peut-être y répondre. On vous répondra soit à la fin ou après, parce que j'ai plus tout à fait en tête. On vous enverra un petit mail, on va vérifier, et puis on vous envoie un petit mail avec la réponse, Sophie, il ne faut pas dire de bêtises. Ouais. Allez, on enchaîne. Alors, ensuite, un autre produit qui est un livre, là aussi. Vous avez un livre qui va se classer au chapitre 49 sans problème, mais attention, il y a des livres où, quand on ouvre le bouquin, vous avez des petits éléments qui viennent s'ouvrir, comme là, ici, de visu des arbres. Et bien là, il pourra encore se classer dans un livre. Par contre, s'il y a des petits jouets dedans, il faut prendre beaucoup de précautions parce que ça peut se diriger vers le chapitre 95, c'est-à-dire le chapitre des jouets, où là, vous aurez aussi une différence de taux de droit. Donc, si vous avez des doutes pareils, renseignements tarifaires contraignants, et allez voir les notes qui vous emmènent et qui vous disent tout de suite, voilà, par exemple, dans un livre d'images pour enfants, si vous avez des petits jouets qui sont incorporés et qu'il a plus la fonction de jouet, il va partir dans du 95. Je pense qu'en exemple, je crois qu'on en avait mis d'autres. Non, on avait mis. On est bon. Alors, donc, surtout, On passe la main à Maxime qui va vous parler justement du bon système logistique pour gérer son e-commerce. Il va vous rajouter une petite touche à tout ça. Écoutez, en tout cas, c'était très précis et je vais rester sur votre horizon pratique parce que maintenant qu'on a un peu mieux compris comment ça fonctionnait, il faut se poser les questions de comment on le met en pratique et comment on expédie les produits de manière concrète dans le pays. Donc, en fait, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour expédier vos produits. Soit vous pouvez le faire depuis la France et expédier à l'international, soit vous pouvez décider d'ouvrir un entrepôt en local. Ouvrir un entrepôt en local, soit vous le faites vous-même, soit vous le faites avec un prestataire logistique qu'on appelle 3PL ici. Donc, nous, en général, ce qu'on voit quand on accompagne des entreprises sur ces sujets-là, c'est souvent, au début, on va tester un marché, on va vouloir voir s'il y a de l'appétence, s'il y a une réponse de ce marché, et donc on va essayer d'aller expédier depuis la France. Ce n'est pas tout le temps possible, mais en même temps, dans la mesure du possible, essayer de garder ce savoir-faire opérationnel, ce savoir-faire soit de vos équipes dans votre entrepôt, soit de votre prestataire logistique qui connaît vos produits, qui connaît vos process, qui connaît vos exigences, et ensuite, rajouter de la complexité avec le temps. Parce que voilà, il y a déjà une complexité marketing, une complexité de service client, une complexité de comprendre vos consommateurs à l'étranger, pas se rajouter une complexité logistique en plus de la complexité douanière qu'on a pu voir précédemment. Donc, nous, ce qu'on voit, les schémas qui fonctionnent habituellement, c'est on commence par expédier depuis la France. Plus on va tester quand on commence à avoir des volumes, on commence à savoir comment ça va fonctionner sur place. On travaille avec un prestataire logistique en local à qui on va pouvoir assurer des volumes. Et ensuite, soit on reste avec cette fonction externalisée, soit on va passer sur un entrepôt en propre géré par un prestataire tiers également ou par ses propres équipes. Tout ça dépend de votre expérience et de vos volumes, évidemment. C'est sûr que si dans vos équipes, vous avez la bonne personne qui a déjà fait, qui est prête à partir dans le pays pour aller ouvrir un entrepôt et qui connaît déjà ce pays-là, évidemment, et que vous avez les moyens de prendre un bail, équiper l'entrepôt, prendre un logiciel, recruter les équipes, les former, etc. Voilà, c'est un vrai projet à part entière. Et à ce moment-là, évidemment, ça a un impact significatif et sur votre expérience client et sur vos coûts de transport ou aux droits de douane, évidemment. Mais enfin, il y a la contrepartie financière en face avec un gros CAPEX et pas mal de temps aussi, puisqu'un prestataire logistique, vous pouvez le lancer en quelques semaines, allez, on va dire quelques mois pour être, si on est précautionneux, alors que lancer un nouvel entrepôt avec une nouvelle équipe,
c'est un sacré projet qui est minimum de 6 mois et qui peut se faire 6 à 12 mois si vous avez des équipes performantes et bien rodées. Alors là, il y a une petite question qui s'affiche pour savoir ce que vous faites et pour que je puisse un peu adapter mon discours en fonction de vos réalités. Mais juste un petit passage sur les différents types de logisticiens. Tous les logisticiens ne se valent pas, évidemment, mais également tous les logisticiens ne sont pas spécialisés sur les mêmes types de produits ou les mêmes types de préparation. Évidemment, beaucoup de logisticiens essayent de lancer des activités sur les expéditions e-commerce, mais il y a quand même une grande partie de la vieille garde, on va dire, qui sait très bien faire des flux industriels, des flux retail, mais qui ne sait pas faire la même chose sur les flux e-commerce. Et ça, c'est très important que vous arriviez à vérifier non seulement ce savoir-faire sur la partie franco-française, mais également sur une partie internationale. Donc, c'est une évidence, hein, mais prenez toujours 2 à 3 références clients avant de travailler avec un logisticien, si jamais vous voulez le faire. Et non seulement des références clients sur la partie opérationnelle, mais sur la partie informatique également et leur savoir-faire RH. On sous-estime souvent la partie RH des logisticiens, mais le taux d'employés qui sont en CDI ou en CDD par rapport à de l'intérim, l'ancienneté moyenne des personnes qui sont dans l'entrepôt en préparation de commandes ou qui sont sur les quais. Tout ça, ça fait vraiment une vraie différence quant à la culture de l'entreprise avec qui vous allez travailler et au partenariat que vous allez nouer avec les prestataires logistiques. Donc, évidemment, on vous a mis des critères opérationnels classiques. Hein. Est-ce qu'ils peuvent gérer des préparations à l'unité, hétérogène, non hétérogène, à la palette, etc. Parce que parfois, vous allez trouver des distributeurs aussi. Donc, il va falloir à la fois faire des expéditions e-commerce et des expéditions plutôt retail, gérer des pics, etc. Mais ça, c'est plutôt très, très, très basique, classique. Mais toute la partie humaine, IT, quels sont leurs systèmes informatiques? Est-ce que c'est des systèmes informatiques de nouvelle génération? Est-ce qu'ils utilisent des API? Est-ce que vous allez pouvoir brancher, je ne sais pas, votre outil de service client dessus? Est-ce que vous avez un outil de gestion des retours? Est-ce qu'ils ont un véritable order management system qui permet d'arriver à connecter vos différents canaux de vente et à mettre les stocks à jour en temps réel? Tout ça, c'est des questions qui sont souvent sous-estimées, qui arrivent dans un second temps, une fois qu'on s'est concentré sur du prix et sur de l'opérationnel. Et souvent, c'est ce qui bloque. Souvent, c'est ce qui bloque pour se développer pour se développer à l'international, parce que ce n'est pas les mêmes systèmes informatiques, parce que ce n'est pas les mêmes savoir-faire, parce que ce n'est pas les mêmes cultures d'entreprise. Ici, sur la partie import-export, il y a évidemment, j'ai mentionné la partie logistique pure, entrepôt, il y a la partie transport derrière, donc toutes les formalités de douane. Je laisse les expertes vous en reparler dans quelques instants. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas sous-estimer le réseau de partenaires transport qui va être lié aux logisticiens. Vous avez 2 options. Soit vous arrivez avec vos transporteurs et vos contrats transport, soit vous décidez de vous appuyer sur les contrats transport logisticiens. Encore une fois, là, mon conseil est, à moins que vous ayez déjà un réseau préétabli avec des volumes, il vaut mieux s'appuyer sur le réseau de transporteurs du logisticien dans un premier temps, qui saura tout vous faire et qui saura tout vous packager, qui prendra la responsabilité en plus. Et ça, c'est très intéressant quand même dans un premier temps. Évidemment, le transport et avoir ses propres contrats de transport, je pense que j'apprends absolument rien à personne sur ce webinaire en disant que c'est un levier à la fois de qualité et à la fois de marge, de rétrocession de marge qui est super important. Mais encore faut-il avoir les volumes, encore faut-il avoir la visibilité sur les temps longs, parce que sinon, vous allez devoir rentrer dans les négociations que vous avez déjà aujourd'hui avec des partenaires qui n'ont pas la même culture, sur lesquels potentiellement, si on parle des États-Unis, vous n'aurez pas les mêmes volumes et la même taille par rapport à des partenaires locaux. Et donc, il vaut mieux arriver dans un deuxième temps. Une chose que, bizarrement, étrangement, beaucoup de nos partenaires ou clients semblent découvrir après coup, c'est les retours. Alors que pourtant, si on parle du e-commerce, c'est quand même une composante plus que non négligeable. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et pourtant, c'est le parent pauvre quand on parle de développement international. On n'y pense pas. On se dit que ça viendra avec la suite. Mais bon, voilà, on est sur des pourcentages quand même de retour, 10, 15, 20% plus pour certaines marques, qui font un vrai flux, qu'il faut budgéter, qu'il faut penser au niveau informatique et qu'il faut penser au niveau process, parce que c'est toute votre expérience client.
sûrement une grande partie d'entre vous y ont déjà pensé, l'ont déjà maîtrisé, ça fait partie de vos process. Voilà, nous, plus de 60% des entreprises qu'on accompagne ne se posent même pas la question et ne le mentionnent même pas dans leur appel d'offres initial. Donc, ça reste un sujet hyper important. Et enfin, vous n'êtes pas sur place ou peu sur place. Nous, on est vraiment des spécialistes de tout ce qui est externalisation logistique parce que nos systèmes sont utiles pour le pilotage de l'externalisation. Et quand on est en France, on a souvent une personne qui va sur place, qui passe du temps dans l'entrepôt, qui va toutes les 2 semaines, tous les mois, toutes les 3 semaines, voire toutes les semaines pour rectifier des process, pour vérifier que tout se passe bien, faire du pilotage. Souvent, quand vous allez être à l'international, vous n'aurez peut-être pas cette capacité-là, ou alors peut-être que vous l'avez, dans ce cas-là, très bien, dédiez-y une personne. Mais vérifiez bien que vous avez les systèmes informatiques qui vous permettent de piloter la performance du prestataire logistique. Et là, si vous vous retrouvez avec des fichiers Excel dans tous les sens pour le faire, bon courage. Entre les différents formats, entre les oublis, entre les problèmes de langue, entre les virgules qui ont été mises alors que c'est des points, etc. Ou un Excel américain versus un Excel français sur lequel vous travaillez. Bref, ça crée de la complexité, de la frustration dans tous les sens. Donc là, vérifiez bien avant de lancer qu'ils ont l'habitude de traiter avec des entreprises étrangères, qu'ils ont des outils de pilotage à vous proposer, ou au pire des cas, qu'ils ont des templates de pilotage de la performance qui sont déjà structurés. Évidemment, vous devrez les adapter à votre activité. Évidemment, vous devrez les remettre en question. Mais qu'ils ne découvrent pas ça avec vous. Ne soyez pas ceux qui essuient les plâtres. En France, ça peut passer, parce que vous pouvez les modeler sur votre marché cœur. Quand vous allez à l'étranger, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc là, voilà, on vous a mis quelques petits exemples de KPI. Donc, tout ce qui est respect des SLA, la gestion des anomalies et des litiges, ça ne peut pas se faire au téléphone. On vous déconseille de la faire via Excel. Donc, vérifiez qu'ils aient bien un outil, que ce soit un outil CRM, un Zendesk ou autre, ou un portail client qui permette de le faire pour arriver à tracer tous vos litiges, tracer toutes vos demandes additionnelles également. Sur les logisticiens, souvent, vous allez passer un coup de fil à votre logisticien ou un email pour demander un service. On sait que les logisticiens ne sont pas très organisés et sur la partie facturation, c'est compliqué. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils vous facturent 2 fois les demandes que vous avez faites et vous retrouvez avec 2 jours de contrôle de la facturation de vos logisticiens à l'étranger, trouvez un moyen de standardiser la gestion des anomalies, des retours, des litiges, des erreurs. Parce que là, sinon, vraiment, c'est presque un demi-temps plein qu'il faudra y accorder en fonction de vos volumes. Et après, là, on a mis la gestion documentaire également. Là, lié aux douanes, c'est encore plus important d'avoir toute cette gestion documentaire qui est intégrée. Et les logisticiens ne sont pas les plus rigoureux. Faites en sorte que ça soit dans une GED ou dans leur portail client, mais en tout cas que tout soit centralisé, accessible dans un cloud, 24 heures sur 24. On n'y pense pas aussi, mais ce n'est pas les mêmes horaires. Donc, en fait, si vous en avez besoin dans la journée et que la journée est finie là-bas ou qu'elle n'a pas encore commencé, vous allez avoir quelques petites sueurs froides en attendant d'avoir leur réponse. Donc, ça aussi, pensez-y. Votre indépendance de pilotage est au moins aussi importante que la standardisation de ce pilotage. Et on n'y pense pas assez. Je crois que je vous rends la parole. Oui, tout à fait. Donc, je pense que le mot est bienvenu. Anticiper, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau de la logistique, le mot anticiper, je pense qu'il est bien adapté. Alors, anticiper, on a essayé de recadrer un petit peu les essentiels. Donc, il faut être établi dans l'UE avec un numéro TVA et numéro DORI valide. Il faut analyser, comme l'a dit Maxime, tout le schéma donc logistique, mais aussi commercial, savoir où on achète, qui est le destinataire final, est-ce qu'on a des intermédiaires, que ce soit en logistique ou douanier. Déterminer les zones d'achat aussi, qui n'est pas rien. Il faut savoir qu'on a 3 zones d'achat. Vous pouvez acheter en national, vous pouvez acheter en Union européenne et vous pouvez acheter hors de l'Union européenne. Alors, on pense toujours que hors de l'Union européenne, effectivement, c'est compliqué et on laisse de côté l'achat UE ou l'achat national. Eh bien, attention, vous pouvez aussi avoir des contraintes parce qu'il faut aussi faire attention aux origines, même si vous achetez un importateur dans l'Union européenne. Est-ce que lui a bien fait ses démarches douanières au niveau de son produit? Il y a peut-être des preuves à demander, etc., etc.
Mettre une veille réglementaire donc en interne, hein, entre les services, voir un petit peu tout ce qui est mesures restrictives, voir également s'il n'y avait pas eu des embargos. Enfin voilà, c'est une veille au quotidien à suivre. Respecter ce qu'on a vu tout à l'heure, l'espèce, l'origine, la valeur, parce que vous l'avez bien compris, ça peut avoir un impact phénoménal. Avant de commander tout ça, voir si vous avez une bonne structure au niveau du dédouanement, où est-ce que vous allez dédouaner, est-ce que c'est proche dans vos locaux, est-ce que vous allez faire un DCN. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a plein d'autorisations à demander, il y a plein de garanties à demander. Et si vous ne le faites pas, eh bien, on ne peut pas poursuivre son importation. Vérifier assurance transport, alors on l'a mis aussi Maxime, parce que l'Incoterm dans la logistique, je pense que tu confirmeras, il a son importance. Et là, j'en profite de dire toujours Incoterm suivi du lieu. Un FOB Villeneuve d'Ascq et un FOB Shanghai, ça n'a pas du tout le même impact, et pour Maxime et pour moi dans la déclaration import. Et j'ajouterai au niveau des assurances, les Incoterm parlent d'assurance. Mais parfois, il vaut mieux avoir une assurance aussi de côté, même si l'Incoterm dit qu'il prend en compte l'assurance, c'est peut-être bien d'avoir quelque chose en fonction de vos produits chez vous pour pouvoir le gérer. Identifier qui va dédouaner. Est-ce que vous passez par un RVE? Est-ce que c'est un service douane interne avec la déclaration que vous faites? Et si vous passez par un RVE, peut-être que les mandats actuels ne suffisent pas et qu'il faut bien décortiquer, je dirais, qui fait quoi, qui donne quoi, qui prend la responsabilité de quoi. Et vous êtes importateur, vous êtes responsable de vos importations jusqu'au bout, même si c'est le RDE qui déclare, il y a peut-être des choses à bien mettre en évidence. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, en fonction de vos dédouanements, n'oubliez pas les autorisations nécessaires, comme par exemple pour la déclaration de Saint-Privier ou de mettre une marchandise dans l'entrepôt sous douane, etc. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir dans notre audience comment ils gèrent leur opération en douane. Voilà. Est-ce qu'ils internalisent, est-ce qu'ils externalisent? Est-ce qu'ils externalisent, comment ils vérifient la bonne conformité des actions réalisées par leur RDE, etc. Si on peut mettre le sondage, ce serait top. Je te laisse continuer. Oui. Alors, dans tout ça, il faut aussi ne pas oublier qu'on a un fournisseur. Hein, donc, avec ce fournisseur-là, bien décortiquer la commande, les prix, comment vont être mis sur votre facture, si vous avez plusieurs produits. Si vous avez 2 classements pour un même produit, peut-être avoir 2 prix d'achat, parce que dans la valeur en douane, on en aura besoin. Et il faut que les éléments, peut-être pas dans le contrat, mais dans le bon de commande qui va suivre le contrat, ils sont bien mis en évidence pour les retrouver justement dans les documents de transport, un FOB avec le lieu, une origine, etc. Signer, effectivement, je l'ai dit précédemment, je vais pas revenir dessus, donc le mandat, qui n'est pas toujours un petit mandat simple, bien décortiquer qui fait quoi et qui a la responsabilité d'eux. Vérifier en interne si on a les moyens logistiques, Maxime en a parlé également, l'expertise, si on a les ressources, parce que la logistique et la douane vont de pair. S'assurer de la conformité des produits, on l'a dit tout à l'heure, la sécurité, les normes pour éviter des publicités mensongères, pour éviter d'avoir son doigt tout le monde en disant « Oh là là, tel groupe, tu as vu ce qu'il a fait, mes tables à langer, elles n'étaient pas aux normes, il y a des bébés qui se sont cassés la figure, etc. etc. » Attention aux contrefaçons. Alors, il peut y avoir du marché parallèle, mais du marché parallèle, surtout, il faut vous équiper de toutes les factures pour pouvoir prouver à la douane que ce n'est pas de la contrefaçon, mais que c'est bien un achat. Si vous faites un contrat, un bon de commande, demandez systématiquement, et ça, j'arrêterai pas de le dire, une facture pro forma. La facture pro forma doit reprendre en gros les choses importantes, l'Incoterm, suivi du lieu, l'origine, l'adresse, les prix, les quantités, voilà. Et tout ça, déjà, ça vous permet aussi de pousser votre étude. Et ensuite, vous allez le retrouver dans la facture commerciale. Et anticiper aussi, si vous avez eu des contrôles, par exemple, ce n'est pas anodin. Et ça veut dire que tout de suite, il faut mettre des actions correctives
pour pouvoir montrer d'abord à la douane qu'on est de bonne foi et que voilà, on n'a pas fait attention. Et là, maintenant, voilà, on fait ça. Du coup, pour le statut de OA, ça a son importance. Mais aussi pour éviter que la prochaine fois, ça se reproduise. Parce que la douane, elle va peut-être être simple la première fois, ou souple plutôt, au niveau d'une amende en fonction. Mais la deuxième fois, elle va dire, vous rigolez, là maintenant, attendez, ça fait 2 ou 3 fois que ça vous arrive, vous n'avez rien fait. Donc, n'attendez pas, anticipez, regardez tout ça et surtout, pareil, avec votre service juridique et votre service qualité. Ensuite, déterminer la nomenclature douanière, on l'a vu, l'origine. Alors, l'origine, vous allez voir, et je vous invite à aller écouter les podcasts qu'on a fait avec Hélène ou de suivre quelques webinaires s'il y en a d'autres qui vont se faire sur les origines. Parce que ce n'est pas un produit, voilà, je vais l'acheter en Chine, point. Il faut le décortiquer. Est-ce qu'il est fait avec toutes les matières là-bas? Est-ce que j'ai des matières qui ont été incorporées, etc. Vous aurez besoin de toute façon de ces éléments-là. Et tout comme un RTC, j'en profite aussi, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi faire une demande de RCO, c'est-à-dire une demande sur origine, à condition, encore une fois, d'aller mettre comment est fait votre produit, quelles matières ont été incorporées, est-ce qu'il y a des matières qui viennent d'un autre pays, les prix, etc., etc. Les accords, on en a parlé, ça vous permet quand même des exonérations, des préférences parfois. Vérifier tous vos documents, on en a parlé également. Anticiper sur les droits, s'assurer des mesures de sauvegarde. Prévoir aussi, donc là je rejoins un petit peu Maxime, parce que ok, on a mis tout dans les camions ou dans les avions, dans ce que vous voulez, ça arrive tout ça, et maintenant il faut mettre des étiquettes. Malheureusement, Maxime, il a mis ses camions à un entrepôt qui se trouve à 1000 km, alors que je devais m'arrêter à un autre endroit pour mettre les étiquettes. Et je ne m'arrête pas comme ça. Est-ce que ma marchandise, elle est dédouanée? Est-ce que je peux y toucher? Est-ce que c'est un transit? Il y a plein de choses derrière, plein de choses. On pourrait passer des jours et des jours à pouvoir vous expliquer tout ça. Définir qui gère le transport, les formalités export-import selon l'Incoterm. Surtout attention aussi à l'export, parce que la douane, elle va toujours vérifier que votre marchandise, elle est bien sortie pour vous délivrer une attestation. Donc, attention à l'Incoterm que vous allez utiliser. Parce que si ce n'est pas vous qui le maîtrisez et que vous donnez à distance à un petit Chinois, vous avez peut-être du mal à récupérer tous ces documents. Préparer et vérifier la cohérence, je l'ai bien dit, vous avez une facture pro forma, elle est importante, vérifiez dedans que tous ces éléments-là correspondent à tout ce qui a été dit à travers le contrat et cette facture pro forma. S'assurer des bonnes informations, Maxime il en a parlé également au transitaire, transitaire transport et transitaire douane. Il faut avoir les deux. Les deux peuvent peut-être faire la même chose, mais peut-être pas. Donc, bien décortiquer et bien mettre en évidence ces deux transitaires, transport et transitaire en douane. Et vérifier aussi les actions de votre transitaire en douane, c'est-à-dire que vous signez un contrat avec un RDE, ils sont très bien, ils connaissent aussi, mais il faut penser que le RDE, lui, il n'est pas dans votre société, il ne connaît pas votre produit, donc il vous fait confiance. Si l'exemple de mon petit t-shirt, vous ne lui dites pas qu'il y a un col qui est un élément décoratif, lui, il aura une facture qui mentionnera que c'est un t-shirt et il va le déclarer en t-shirt. Donc, il y a vraiment une communication à avoir entre vous. Il ne connaît pas non plus votre organisation au niveau de la logistique. Donc, tout ça, ça demande des réunions, ça demande peut-être des contrats, des supports à mettre en place, des vérifications à faire auxquelles on ne pense pas forcément. Et j'ajoute aussi, Sylvie, là je vois d'ailleurs par le sondage qu'on a 50% des répondants qui externalisent entièrement leur douane. Attention aussi, comme le dit Sylvie, le transitaire douane ne connaît pas forcément votre produit. Par contre, s'il y a un problème, s'il y a un contrôle et que vous vous rendez compte que ça a été mal dédouané, ce n'est pas le transitaire qui va être mis en cause, ça va être le client. Donc c'est vous qui absorbez la responsabilité finale. Voilà, après, le mandat direct et indirect, on a la totalité ou 50-50, mais tout dépend après, entre les lignes, ce que vous avez mis dans le contrat, parce que le transitaire aussi, il va se défendre, il va dire, on ne m'a jamais dit qu'il y avait un petit col sur le t-shirt. Bon, là, il n'y aurait pas trop vraiment d'impact, parce que le droit de douane ne bougera pas beaucoup, mais imaginez que c'est un produit sur lequel on a mis des anti-dumping qui peuvent aller de 5% à 110%.
par exemple sur des vis ou des choses comme ça, et que vous n'avez pas donné assez d'informations, ben vous savez bien que le transitaire, et je me mets à sa place, et il aurait raison, en disant, ben, vous ne m'avez jamais informé de ça. Il peut pas, et lui, il ne vous posera pas toujours toutes ces questions-là. Lui, il va regarder la facture, il va regarder la dénomination, il va regarder le pays d'origine. Si, il pourra vous dire, ah bah attendez, votre fournisseur là, c'est marrant, vous me dites que c'est une origine Macao et vous ne me délivrez pas un document qui me permet d'avoir la préférentielle. Là, il va vous mettre la puce à l'oreille. Et là, à vous à dire, mais effectivement, pourquoi il ne me délivre pas mon certificat d'origine préférentielle, par exemple. Et ça sera à vous d'aller creuser auprès de votre fournisseur pour dire, mais pourquoi vous ne me le donnez pas? Et vous allez des fois vous rendre compte que ben, lui, il vous dit que c'est fait à Macao, et tout compte fait, ce n'est pas fait à Macao parce que ben, il y a des matières qui ont été peut-être assemblées en Chine et qui, dans la réglementation d'origine, ne vous permet pas d'acquérir l'origine préférentielle Macao. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à son importance. Et attention, et puis de toute façon, même si vous êtes en OEA, je pense qu'il y a quelque chose qui dit que vous êtes tenu de vérifier les actes de vos RDE, donc sur le dédouanement, sur le déclaratif, vous devez quand même tenir quelque chose chez vous pour prouver à la douane que bah, vous ne laissez pas faire comme ça tous azimuts à l'extérieur. C'est un partenariat de confiance. Et Alicia a dit à juste titre hein, qu'à l'inverse, ça peut être aussi le transitaire qui corrige le HSK que vous avez proposé. En effet, on ne dit pas que le transitaire fait mal son travail, c'est juste qu'il faut quand même toujours avoir cette conscience professionnelle de vérifier toujours, parce que le contrôle, c'est vous qui l'aurez et c'est vous qui devrez justifier. Donc, il faut quand même contrôler cette cohérence entre la déclaration et le produit que vous lui avez. Et quand votre transitaire vous dit, ben moi, je ne suis pas d'accord, je vous donne une autre nomenclature, posez-vous la question, parce que, comme le dit Hélène, il ne connaît pas votre produit. Donc, peut-être que vous avez oublié de lui donner une information, peut-être que la facture telle que c'est mis, ce n'est pas très correct. Et attention, parce qu'effectivement, on demande souvent d'avoir la nomenclature douanière qui n'est pas une obligation sur la facture. Il y en a beaucoup qui prennent pour argent comptant. Moi, personnellement, jamais. J'ai toujours pris, regardé si ça paraît cohérent. Ça m'aidait de l'avoir pour aller me diriger puis dire, bah, tiens, pourquoi il a mis ça? C'est quand même bizarre. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que c'est très, je ne vais pas dire complexe, mais sensible. Alors, attention, ben, les pièges, ben, les incoterms imprécis, on l'a vu, hein, qui peuvent entraîner des retards, etc. Ou un FOB Villeneuve d'Ascq et un FOB Champagne. Je pense que vous avez compris la différence au niveau du coût de transport. Des produits mixtes dans un conteneur. Je pense, Maxime, tu pourras peut-être me compléter si je me trompe. On ne va pas mettre de la confiture de lait avec des produits textiles dans un même conteneur. On a des endroits où ça nécessite de passer par des ports pour des contrôles tels que la confiture de lait qui ne nécessitent pas pour du textile de passer à cet endroit-là. Donc après, ben voilà, il y a un stop, on n'est pas passé au bon endroit et je ne vous dis pas un petit peu ce que ça peut donner ensuite. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Maxime, là-dessus. Je pense que je ne me trompe pas. Non, je pense que voilà, donc l'histoire de ne pas fournir un document d'origine, ben, je l'ai dit à travers le RDE, hein, se poser la bonne question, mon histoire de Macao, par exemple. Oui, on oublie souvent, et là j'apprécie aussi Maxime, il a parlé des retours dans le transport. Effectivement, on ne pense pas, on achète, c'est pour vendre. On ne pense pas qu'il faut retourner. Donc, il y a quelque chose à mettre en place aussi. Mais aussi, en douane, eh bien, on a souvent des amis qui ne sont pas des amis et puis qui disent bah, tiens, chez Intel, ils font ça, c'est de la contrefaçon. Du coup, on voit passer la DGCCRF dans les magasins. La marchandise, elle a été dédouanée, elle est rentrée parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Et puis, du coup, stop, arrêtez tout, arrêtez la vente. C'est peut-être de la contrefaçon. Alors, on n'aime pas trop, mais on est obligé d'arrêter. Et là, il n'y a aucun process en interne qui est mis pour remonter la marchandise des magasins. Et c'est branle-bas de combat. Donc, il faut aussi mettre en place quelque chose, une fois que la marchandise est magasin, pour pouvoir très vite la ramener dans vos entrepôts, pour pouvoir très vite, parce que souvent, c'est 10 jours. Alors après, vous pouvez faire un grand sourire aux douaniers. Ils sont assez souples, on peut discuter, mais on ne peut plus vendre. On ne peut plus vendre, il faut remonter et ce n'est pas là qu'il faut mettre ce process-là. Donc, autant pour les retours en foin, autant pour la douane, il faut prévoir ça aussi. La marchandise bloquée pour faute d'information, frais de portuaire, hein, des choses qu'on aurait oubliées.
et surtout le retrait de l'OEA. Donc au début, quand ça a été mis en place, c'était une usine à gaz. On a quand même convaincu nos dirigeants de demander ce statut EA. Au début, on a bien râlé en disant on l'a fait, vous nous avez demandé. Alors, c'est vrai que ça a fait un nettoyage dans toutes les entreprises, mais on ne voyait aucun avantage. Maintenant, avec le code des douanes, avec justement Delta I qui va arriver, Delta E, les demandes d'autorisation, les demandes de garantie, les contrôles, le choix du lieu de contrôle, etc. Si on a pu ce statut qui va aussi encore s'améliorer, je dirais, puisqu'on va vers le trust functional en 2028, c'est un peu dommage de le perdre. C'est un peu dommage de le perdre. Voilà, écoutez, Jean, je vois le temps qui passe, j'enchaîne parce que sinon Maxime, il n'aura pas beaucoup de temps pour raconter toute la fin du webinaire. Donc, globalement, tout ce qu'on vient de se dire et de montrer, c'est que finalement, une erreur en douane, ça peut coûter très cher. La meilleure façon d'éviter ça, c'est d'anticiper, comme tu l'as dit, Sylvie, et comme tu l'as dit aussi, Maxime. Concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par plein de choses, et notamment un audit régulier de votre base produit. C'est un fichier dans lequel vous référencez l'ensemble de vos produits avec les origines, avec les codes de nomenclature, etc. Et ce qui vous permet très rapidement d'identifier si vous avez des anomalies, si vous avez des codes qui sont erronés, des codes qui n'existent plus, si vous avez des articles qui sont soumis à certaines réglementations spécifiques, comme le MACF, RDE, les biens à double usage, etc. Toutes ces réglementations spécifiques ont des impacts et demandent des documents particuliers, demandent peut-être des déclarations complémentaires, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère. Et ça ne va pas vous permettre d'éviter un contrôle parce que finalement, on ne peut pas éviter un contrôle. Par contre, ça va pouvoir vous aider à l'anticiper et à le préparer. Et ça change tout. Donc, nous, justement, c'est ce qu'on fait chez Customs Bridge. On développe, donc, comme je l'ai dit, une solution douanière qui s'appelle OK Duty et qui vous permet, notamment parmi d'autres fonctions, mais surtout de lancer des audits automatiques et des veilles personnalisées sur vos produits, sur votre base produit, votre base article, et qui va vous permettre en quelques secondes de détecter, là vous voyez sur l'écran, des anomalies qui ont été identifiées dans votre base et les produits qui sont soumis à des réglementations spécifiques. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, juste on vous enverra un petit mail à la fin de ce webinaire pour vous proposer de faire carrément un audit gratuit, comme ça vous irez voir tout de suite si vous avez des problèmes dans votre base. Peut-être que Adrien, tu peux mettre le lien parce qu'on a une solution qui est en freemium. Voilà, donc vous pouvez tester gratuitement notre application Duty. Elle sera bridée évidemment, mais vous pourrez déjà essayer de classer vos produits et de faire de découvrir un petit peu notre application. Et qu'elle gagne temps aussi. Voilà, je passe la main à Maxime. Désolée, on est bavarde, donc on a pris du temps. On est des femmes. Allez, Maxime. Aucun souci, merci beaucoup. De toute façon, c'est des sujets, on pourra en parler pendant des heures. Moi, je vais essayer d'être assez court avec les quelques minutes qui restent. On vous a fait une petite checklist un petit peu sur la partie IT et sur la partie douanière de questions que vous pouvez poser à vos prestataires logistiques. Donc, par exemple, quelle autre marque vous gérez, sur quel système informatique est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils sont sur Shopify, quelle version, est-ce qu'ils sont sur Odoo, Magento, PrestaShop, etc. Est-ce que vous savez vous connecter à plusieurs en même temps? Ça, c'est sur les CMS, mais vous avez aussi les marketplaces. Et ça, les marketplaces, on sait que parfois, vous faites en tant que marque, vous allez avoir envie de faire une vente spot. S'ils ne sont pas préconnectés avec ces marketplaces, ils ne le feront pas en 2 semaines. Donc, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Ensuite, est-ce qu'ils savent connecter des ERP? Ce n'est pas la même chose que de connecter des systèmes informatiques. Donc, est-ce qu'ils ont une solution middleware qui peut les aider grosso modo, parce que ce n'est pas des experts de l'informatique? Donc, voilà, plein de questions. Je passe dessus rapidement. Vous pourrez les reprendre de toute façon. Là encore, c'est à peu près la même chose. Prenez des références IT comme vous prenez des références opérationnelles. Parfois, un logisticien va dire oui, bien sûr, l'IT, on sait faire. En fait, vous vous rendez compte qu'ils sont avec le CTO qui est parti en retraite il y a 10 ans et qui continue à leur faire des développements pour gagner un peu d'argent sur le côté. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Il faut que vous ayez des personnes qui soient au quotidien et qui puissent répondre. Parce que c'est des connecteurs qui vont être mission critical. C'est-à-dire que s'ils ne marchent pas,
ça tombe, vos commandes ne sont pas reçues par le logisticien, vous ne le saurez qu'après, vous devrez gérer le service client et vos stocks ne sont plus à jour. Donc, soit vous allez louper des ventes, soit vous allez faire des fausses ventes. Donc, ça, c'est pas possible. N'attendez pas trop non plus des logisticiens sur leur stack technologique. Évidemment, l'EDI reste la norme, même si c'est c'est à des années-lumière de ce qui existe aujourd'hui dans la technologie, dans le monde de la finance, dans le monde du marketing, dans toutes les nouvelles technologies où c'est l'API qui est la norme. Mais bon, il faut savoir s'adapter à cette technologie-là. Il y a des moyens aussi de la rendre un peu plus pertinente. Et s'ils sont équipés de solutions middleware, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont envie d'investir dans la partie informatique. Et donc là, c'est un bon signal que vous devez prendre. Je vois le temps qui tourne, je vais avancer. Et là, c'est une petite checklist. Vous pourrez la regarder en lien avec le transport. Il y a les étiquettes. Vous l'avez mentionné sur la partie douane. C'est super important d'y penser également. Est-ce qu'ils ont un portail de collaboration client? Ça, c'est super important. Souvent, ils vont vous sortir un extranet fait il y a 15 ans. Sur lequel vous aurez juste de l'information. Ça, c'est pas possible, c'est plus possible. Ils vont vous dire qu'ils sont super forts en informatique. Il ne faut pas les croire. Il faut, si dans votre portail, il n'y a pas la capacité de voir du stock, l'historique avec 1 an d'historique, vous n'avez pas le stock actuel, les commandes actuelles et le stock futur prévisionnel, donc un vrai inventory management system presque inclus dans leur portail, s'il n'y a pas une gestion documentaire, s'il n'y a pas une gestion collaborative, s'il n'y a pas des KPIs, c'est qu'en fait, ils sont déjà 10 ans en arrière et donc vous risquez d'avoir ce problème sur les systèmes informatiques WMS et TMS. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les challenger un petit peu. Souvent, ils vont râler, mais si vous pensez vraiment que vous avez le bon partenaire, normalement, vous aurez quand même pas mal de petits signaux à ce niveau-là. Est-ce qu'ils répondent rapidement ou est-ce qu'ils ne sont pas en maîtrise? Bon, nous, évidemment, on est éditeur aussi, on est éditeur d'une solution de portail client prestataire logistique. Évidemment, on équipe une centaine de prestataires logistiques dans pas mal de pays. Donc, on voit les différents systèmes. On s'intègre avec plus de 35 WMS différents, donc systèmes opérationnels. On voit la complexité que c'est de s'interfacer avec eux. On est éditeur d'une solution middleware d'ailleurs. Donc, on a l'habitude de gérer ça sur plusieurs prestataires et dans plusieurs pays. Donc, si jamais vous avez cette problématique, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider ou de vous recommander même des prestataires qui travaillent bien. On le fait évidemment pour donner des coups de main parce que ce n'est pas facile dans cette jungle des prestataires logistiques qui se différencient tous par on est sympa, on a le plus bel entrepôt. Savoir ce qui se passe derrière ça, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des gens qui travaillent extrêmement bien et qui se développent très très bien et qui pourront vous être de véritables partenaires de croissance pour votre internationalisation. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas, il nous reste quelques minutes, même pas. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles sur lesquelles on pourrait vous accompagner? On va peut-être pouvoir répondre à la question de Sophie. Sophie, oui, sur le code d'identification à fournir aux États-Unis. Donc, on a un process, mais là, ça sera un petit peu trop long pour le détailler ou pour l'écrire. Donc, on va à Sophie lui envoyer le process, il faut le code ISO du fournisseur, etc., qui est tout simple en fin de compte. Donc, on va l'aiguiller là-dessus, ou on le mettra à la fin peut-être, mais j'ai un process sur ça. Oui, alors Carole demande le lien pour le livre blanc. Donc là, c'est un livre blanc qu'on a fait l'année dernière, non cette année. Il y a 2 ans. L'année dernière, sur la spécificité du classement des produits textiles. On va le mettre, je vais le mettre directement. Je ne sais pas si Adrien, tu peux le mettre. On a un lien avec toutes nos ressources et vous pouvez aussi trouver le livre blanc dedans. Mais sinon, je vous l'enverrai par mail, Carole. Voilà, parfait. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Midi 00. On est bon. Hein. Non, il n'y a pas d'autres questions. Nous, de notre côté, si vous voulez plus de ressources, évidemment, il y a le podcast que vous éditez. Nous, il y a pas mal de ressources aussi sur notre site, sur la partie logistique. Donc, n'hésitez pas. On a essayé de documenter pas mal de choses, des livres blancs, des présentations, des webinaires. On sera ravis d'y retrouver. Et on a un autre événement dans quelques semaines sur l'externalisation, si ça peut vous intéresser.
Là, c'est bon. Super, bah, merci Maxime en tout cas. Merci à Et, tous pour votre participation. Il y aura le replay évidemment qui sera disponible et qui vous sera envoyé par mail. bien sûr. Et nous aussi, on vous envoie un petit mail avec la possibilité de réaliser votre audit gratuit de votre base produit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, un très bon appétit. Et Bon puis, appétit, à bientôt. merci. Et puis, si besoin, n'hésitez pas, on essaiera de compléter tout Bonne ce- journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.